journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La 8e journée de consultation nationale initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se poursuit. Ce mardi, le chef de l'État a reçu différents acteurs politiques et notables du pays. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une réunion spéciale lundi sur la problématique de la desserte en eau et en électricité avec le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et le DG de la SNEL et de la Régie des eaux. En sport, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des compétitions interclubs. En Ligue des champions, les TP Mazembe et l'ASV Club sont exemptés du tour préliminaire. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. La 8e journée de consultation nationale initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se poursuit. Pour ce mardi, le chef de l'État était face au groupe des 13 parlementaires, le Forum national de la jeunesse, différentes personnalités politiques et les notables des différentes provinces du pays. Direction la primature où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une réunion spéciale lundi sur la problématique de la desserte en eau potable et en électricité avec le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques, Eustache Mohandi, le DG de la SNEL et de la Régie des eaux. Suivez. Les cris d'alarme de la population congolaise sur les difficultés de la desserte en eau potable et d'électricité ont été entendus par le gouvernement. C'est la raison même de la rencontre entre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les DG de la SNEL, de la Régie des eaux et les ministres d'État en charge des ressources hydrauliques. À l'issue de la séance de travail, le ministre d'État des ressources hydrauliques a déclaré que toutes les difficultés des dernières semaines ont été passées en revue. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous nous sommes accordés sur un certain nombre de solutions qui puissent aider à améliorer cette desserte. Nous avons en plus convenu d'une prochaine réunion dans les 48 heures pour qu'ensemble nous trouvions des solutions durables pour améliorer la fourniture en eau et en électricité. Le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo, a par ailleurs expliqué que le problème des délestages enregistrés à Kinshasa était dû au déséquilibre entre la production de l'énergie et la demande. Informer son Excellence le Premier ministre qu'on a rétabli toutes les machines qui étaient en panne et que maintenant il reste à stabiliser la situation pour que les fêtes de fin d'année se passent sans problème. Inga 1 a 50 ans d'âge. 4 machines sur les 6 sont déjà réhabilitées, mais il y a 2 machines qui sont vieilles de 50 ans, donc qui peuvent tomber en panne de temps en temps. Alors nous devons faire des efforts pour fiabiliser ça, faire les maintenances qu'il faut pour que ça puisse tenir avant la réhabilitation. C'est la même chose à Inga 2. S'agissant de la fourniture d'eau potable, le DG de la Régie des eaux a relevé que le gouvernement a consenti des efforts, dont l'approvisionnement en intrants pour les traitements d'eau potable. Il y a les usines qui sont en construction, des grandes usines en construction. Depuis l'année passée, grâce au projet de 100 jours, nous avons commandé les groupes motopompes pour Ndjili. Aujourd'hui, ces groupes sont à Kinshasa, encore à la douane. Et l'autorité vient d'intervenir. On va de faire sortir ces groupes là-bas pour les installer dans quelques semaines. Ils pourront apporter une petite modification dans l'amélioration des conditions. Une autre réunion est prévue dans les 48 heures pour examiner des solutions durables.
Restons sur ce même chapitre pour vous dire que la question sur la gestion de la SNEL et la régie des eaux fait couler beaucoup d'encre. Au Parlement, une question orale avec débat a été adressée au ministre d'État en charge des ressources hydrauliques, Eustache Muhandi, par le député national Ados Ndombasi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Insécurité à Kinshasa, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a réussi à arrêter 2 bandes de kidnappeurs qui se sont illustrés dans les enlèvements de femmes et jeunes filles à des taxis jaunes appelés communément Ketch. Regardez. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a, dans un communiqué, demandé à toute personne ayant les informations à charge de ces individus dont les visages sont facilement identifiables, dont ces vidéos, de bien vouloir contacter les groupes de lutte contre la criminalité et les stupéfiants au commissariat provincial. Ces 2 bandes de kidnappeurs s'illustrent dans les enlèvements de femmes et jeunes filles à bord de taxis appelés communément Ketch. Nous avons enlevé les jeunes filles 3 fois et nous les avons jetées à Limete, indique le chef de file. Pour la maman, qu'elle nous pardonne malgré que nous lui avions fait du mal, nous ne sommes que des enfants. Nous enlevons les femmes, les jeunes filles avec mon coéquipier dans notre véhicule Ketch. Si vous êtes entre nos mains, nous arrachons tout le bien, après on vous fait descendre. J'ai été arrêté en 2018 et j'ai fait la prison et après j'ai été libéré par la grâce présidentielle. Le général Silvano Kasongo demande aux victimes de ces inciviques de porter plainte auprès de la police afin d'écrouer ces malfaiteurs. Notons que ce phénomène a repris encore à tel point qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on puisse avoir kidnappé quelqu'un. Ils ne sont pas d'avis lorsque le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, prend l'initiative d'ériger les monuments du prophète Simon Kimbangu sur le rond-point Bongolo dans la commune de Kalamo. Ils, ce sont les habitants du quartier Kimbangu qui, pour eux, n'est pas une priorité. Alice Kabangu et Abel Kasongo étaient sur place. Après la promesse faite par Jean-Tini Ngobila lors d'un culte dimanche à l'église kimbanguiste aux fidèles kimbanguistes, celle de ériger un monument en mémoire du prophète Simon Kimbangu, ici sur le rond-point Bongolo dans la commune de Kalamo. Un acte qu'apprécient guère les habitants de ce coin. À en croire le Quinois qui fréquente ce tronçon du quartier Kimbangu, le gouverneur devrait penser à réhabiliter d'abord le pont Bongolo avant de placer un buste du prophète Simon Kimbangu. Les députés passent par ici pour faire jeter des pierres afin d'améliorer l'état de la route. Nous préférons que la route Bongolo soit d'abord réhabilitée avant de faire ces fameux monuments. Les autorités passeront par où pour aller inaugurer le monument en question? Que le gouverneur pense d'abord à arranger la route Bongolo. Pour la petite histoire, le quartier Kimbangu porte le nom du chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu, décédé le 12 octobre 1951. À Kinshasa, l'on observe une tracasserie routière de la part de la police des circulations routières, PCR. Les chauffeurs taxis et les motards se plaignent et dénoncent cette pratique dont ils sont victimes depuis le début des vastes contrôles. Christelle Guinda pour les détails. Dans plusieurs arrêts de bus dans la capitale, le taxi se font rares. Quelques-uns qui sont visibles font le phénomène de mi-terrain qui consiste à parcourir uniquement la moitié du trajet pour éviter d'atteindre le point où s'effectuent les tracasseries par les agents de contrôle technique. Ces agents de contrôle technique qui créent des impacts négatifs dans le transport en commun à Kinshasa, la capitale de la RDC. Comme nous témoigne ce taximène moto. Nous sommes à Yolo Médical. Par rapport à la tracasserie que nous rencontrons sur le chemin, nous ne comprenons plus rien. Il y a des gens appelés Bureau 2 qui viennent nous arrêter et on se demande d'où viennent-ils. Est-ce le gouverneur de la ville qui leur envoie ou la DGRK ou bien encore un autre service?
la police de la circulation routière qui est censée nous arrêter, mais aussi plusieurs autres services. Nous voulons savoir c'est quoi cette histoire. Parce que déjà nous payons des amendes allant de 10 à 20 000 francs ou voire plus. Nous voulons être à l'aise dans notre pays et non vivre toute cette tracasserie. En outre, certains habitants, par manque de transport, sont obligés de marcher pour rejoindre le lieu de travail. Par ailleurs, la population a donc suggéré au gouvernement de réhabiliter les routes délabrées avant de procéder au contrôle technique. Dans un autre sujet, le Haut Conseil de la jeunesse kabiliste de Kinshasa annonce une marche pacifique ce samedi 14 novembre pour exiger la protection de la constitution du pays. Il l'a fait savoir dans un communiqué. Suivez cet élément de Christelle Guenda rendu par Alice Kabango. Dans une lettre adressée à Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, lundi 9 novembre, les amis de Joseph Kabila précisent qu'ils seront dans la rue le samedi 14 novembre 2020 pour exiger la protection de la constitution du pays. Ils précisent par ailleurs que cette marche ira de la place échangère de Limité jusqu'à l'esplanade en face du stade Martyr École Sévigné dans la commune de Kassavubu et sollicitent l'encadrement de cette dernière par la police. La dite marche s'effectue au moment où les consultations initiées par le chef de l'État se poursuivent dans le but d'une union sacrée et que plusieurs personnes déjà consultées ne jurent que par la rupture de la coalition FCC-Cash et d'autres même la dissolution de l'Assemblée nationale pour une nouvelle majorité parlementaire. Dans l'actualité également, la 7e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa Fikin aura lieu du 10 au 14 novembre prochain sous le thème L'art au centre du développement. Stella Achema et Orlikiaz signent ces reportages. La 7e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa Fikin a ouvert ses portes ce mardi 10 novembre 2020 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Le thème choisi cette année est « L'art au centre du développement ». L'initiateur de ce festival, Kabambi Chopper, a expliqué au micro de BSC Télévision la particularité et l'objectif même de cette rencontre professionnelle entre cinéastes et cinéphiles. Cette 7e édition s'annonce très bien, ça s'annonce très grandiose. Je pense que ce sera la meilleure édition qu'on a jamais eue jusqu'à là. La particularité, c'est que nous atteignons de plus en plus notre objectif. La particularité de cette édition, c'est des colloques. L'autre particularité, c'est des rencontres professionnelles et surtout que l'édition se passe dans une situation sanitaire très particulière. Donc il y a beaucoup de particularités. L'objectif en gros de ces grands festivals, c'est de pouvoir faire la promotion du cinéma. Les Congolais pensent qu'il n'existe pas du cinéma congolais. Les Congolais pensent qu'il n'y a pas de gens qui savent faire des films comme les Américains, comme les Français, comme les Hollywoodiens, je sais pas moi au Nigeria. L'objectif c'est de pouvoir montrer aux cinéastes congolais, en fait à la population congolaise qu'il y a des faiseurs de films en RDC et que le secteur du cinéma peut apporter beaucoup dans l'économie congolaise, peut aussi aider au développement mental et surtout à l'imagination. C'est très important de rêver grand et le cinéma accompagne justement dans ça. Notez que le Fikin se tiendra du 10 au 14 novembre 2020. Autre chose à présent, en mission d'identification d'opportunités d'investissement dans les Lualaba, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI a présenté les nouveaux modes de financement des projets aux opérateurs économiques de cette province. Je suis Kalamba. Le directeur des études du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Charles Omari Biladi, conduit une délégation dans la province du Lualaba. Objectif de la mission, apporter des explications sur le nouveau mode de financement de projets aux opérateurs économiques de cette province tournés essentiellement vers l'industrie minière. La délégation a eu une première séance de travail lundi 9 novembre 2020 avec le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Mangenzmans, qui a été séduit par cette démarche du FPI à voulant offrir des opportunités d'investissement aux opérateurs économiques du Lualaba. Le pays a répondu de manière efficace et forte, mais je crois qu'il faut que tous puissent comprendre l'importance de FPI, ce qu'on peut obtenir de FPI, comment on peut s'épanouir avec FPI, mais aussi pourquoi il faut respecter les échéances. Et de temps en temps dans les journaux, sur les réseaux, quand j'ai lu la liste
les établissements qui sont mis en vente parce que les gens n'ont pas respecté, je remets mon projet dans l'espoir. L'espoir, il ne faut pas avoir peur. Il faut parler avec ces gens, de tous, c'est d'être sérieux dans ce qu'on fait et de savoir que c'est l'argent de l'État qu'il faut rembourser pour que d'autres puissent en profiter. Et face aux opérateurs économiques du Lualaba, en présence des délégués de la FEC, le directeur des études du FPI, Charles Omari, a indiqué que la nouvelle stratégie managériale de financement de projets du FPI se fondait désormais sur l'identification d'opportunités d'investissement dans les provinces avec le concours des autorités locales. Il s'agit pour le FPI de prospecter pour identifier de projets bancables. La province du Lualaba est devenue depuis quelques années une grande contributrice en matière de taxes de promotion de l'industrie et donc le FPI estime qu'il est temps que la province reçoive une contrepartie de notre part. Le but de la rencontre d'aujourd'hui était de les familiariser avec les procédures et les critères de sélection des projets du FPI et mon sentiment à la fin de cette réunion est que les opérateurs économiques du Lualaba ont bien assimilé les éléments d'information que nous leur avons donnés et que nous sommes certains que dans les prochains jours, nous allons avoir affaire à un afflux de projets, de bons projets, je l'espère, des opérateurs économiques du Lualaba. Le FPI travaille déjà sur une quinzaine de projets dans différents secteurs tels que l'agro-industrie, l'hôtellerie, la fabrication de matériaux de construction, la pisciculture, notamment la culture des tilapias et tant d'autres. À croire le directeur des études du FPI, ce nouveau mode de financement est très concret dans les procédures de la mise en place de la gestion de risque. Autre avantage, le nouveau mode de financement met l'accent sur la baisse sensible du taux d'intérêt décidé par le gouvernement, ce qui constitue une mesure de facilitation extraordinaire mise à la disposition des opérateurs économiques. Aussi présent lors de cette rencontre, le commissaire général de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne, Lydia Kapapa Kalassa, qui a félicité le gouverneur de province Richard Mouyej Mangazmans d'avoir invité le FPI au Lualaba. Elle a aussi laissé entendre que cet échange va mettre fin au tâtonnement qui caractérisait certains entrepreneurs. Nous avons eu encore à bénéficier de certains aspects que nous n'avions pas auparavant et cela va encore enrichir notre façon de procéder et d'encadrer la jeunesse de la province du Lualaba. La venue de cette délégation du FPI va favoriser PME et tous les opérateurs économiques à avoir une idée globale de ce que le FPI peut faire en matière de financement pour créer une véritable classe moyenne pour le développement de notre chère province. Les opérateurs économiques du Lualaba se disent confortés par ce nouveau mode de financement de projets mis en place par le FPI. Ils promettent de travailler d'arrache-pied afin de proposer des projets bancables dans ce bref délai. Déjà, on se sentait un peu loin du FPI, on ne connaissait pas trop. Et je pense que c'est à peine même qu'on a un siège ici, aussi du FPI. Et cette conférence ou cette rencontre nous a permis à essayer de comprendre ou bien à trouver solution aux différentes questions qu'on avait. Les sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que franchement, tous, presque 80%, surtout des jeunes entrepreneurs, nous ignorions le rôle que jouait le FPI. Et aujourd'hui, nous nous sommes familiarisés avec les différentes missions assignées au FPI. Cependant, la décision finale sera prise à Kinshasa par rapport au projet que cet établissement public va devoir accompagner. Les demandes de financement de projets enregistrés sur place vont au-delà de 4 à 5 millions de dollars américains, ce qui démontre que le besoin en financement est énorme. Aussi, les opérateurs économiques locaux manifestent un réel engouement face à l'offre du FPI avec ce nouveau mode des financements ayant plusieurs avantages. Au Sud Kivu, la plénière sur le dossier Minembwe est reportée pour une date inconnue. Ramazani Salomon nous en dit plus. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a reporté la plénière du lundi 9 novembre 2020. C'est par un communiqué affiché au valve de l'Assemblée provinciale que les journalistes ont appris que la plénière était reportée. Les députés informés certainement à l'avance ne se sont pas présentés. À l'ordre du jour, 2 ministres provinciaux devraient être écoutés par les élus. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Lwabashi Lwasingabo, et celui de la Santé, Cosmo Bishisha Lwabashi, devrait éclairer le député sur la question de la commune de Minembwe,
principalement de l'installation du bourgmestre et de son adjoint. Une cérémonie organisée selon le ministre Roubérois par le gouvernement provincial. Celui de la santé, quant à lui, devrait répondre à la question orale du député Boulambo Bouliwa sur les gouvernances sanitaires et provinces. Celui de la santé, quant à lui, devrait répondre à la question orale du député Boulambo Bouliwa sur les gouvernances sanitaires et provinces sur l'évolution du Covid-19. L'interpellation du ministre Louabachi a été décidée par l'Assemblée provinciale suite à une motion déposée par le député Omer Boulakali. Celui-ci voulait que ce soit le gouverneur qui soit interpellé car c'est lui, le ministre, n'était qu'un exécutant. L'Assemblée provinciale avait décidé que le gouverneur pourrait également être invité si les élus sont pas satisfaits par la réponse de son ministre. Pour les rapports de la plénière, le bureau de l'Assemblée qui était en réunion a promis communiquer après. Dans le reste de l'actualité, le Mali en deuil, l'ancien président Amadou Toumani Touré a tiré sa révérence à l'âge de 72 ans en Turquie dans la nuit du lundi 9 à mardi 10 novembre. Merveille Bavabibay. C'est en Turquie où il a été transféré pour des raisons sanitaires que l'ex-président malien Amadou Toumani Touré a tiré sa révérence dans la nuit du lundi 9 à mardi 10 novembre. Quelques mois plus tôt, il avait subi une intervention chirurgicale du cœur à la capitale malienne, Bamako, avant d'être évacué en Europe. Président de la République malienne 10 ans durant, de juin 2002 à mars 2012, après avoir dirigé une longue période de transition couvrant les années 90. Avant de s'engager activement dans la politique au début des années 2000, étant dans les rangs des forces armées maliennes, il participe au putsch qui conduit à la destitution du président Moussa Traoré. C'est dans la nuit du 21 au 22 mars 2012 qu'il a à son tour été renversé par un coup d'État. Accusé de favoriser la gestion de la crise au nord du pays entre l'armée et la rébellion Touareg par le dirigeant des mutins, le capitaine Amadou Sanogo. Il annonce sa démission quelques mois après depuis le Sénégal où il était en exil. En sport, les Léopards de la RDC ont débuté les rassemblements lundi au centre technique de la FECOFA situé dans la commune de Lancelé, en prévision de la double confrontation face à l'Angola, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des compétitions interclubs hier lundi. En Ligue des Champions, les tout-puissants Mazembe et l'ASV Club sont exemptés du tour préliminaire. Pareil pour les Daring Club Motema Pembe en Coupe de la CAF, mais l'AS Maniema Union affrontera dès le premier tour les Sud-Africains des Bluefontaine Celtic. Suivez. Les compétitions interclubs de la CAF saison 2020-2021 démarrent le week-end du 27 au 29 novembre pour le match aller à travers les continents. Les deux clubs congolais engagés en Ligue des Champions, à savoir les tout-puissants Mazembe Anglebert et l'ASV Club, se passeront du premier tour en C1. Du moins, ils sont fixés sur leur potentiel adversaire pour le second tour. Les Corbeaux de Lubumbashi se mesureront aux vainqueurs de la double confrontation entre les Zambiens des Forest Rangers et les Gabonais des Bwengoudi. Pour sa part, les Dauphins Noirs de Kinshasa croiseront les vainqueurs de la double opposition entre les Eswati des Young Buffaloes et les Burundais des Les Messagers. Les deux ambassadeurs de la RDC livreront leur match aller à l'extérieur. La phase aller interviendra du mardi au mercredi 23 décembre prochain et les retours du mardi 5 au mercredi 6 janvier 2021. En Coupe de la Confédération, les Daring Club Motema Pembe seront en déplacement pour affronter les vainqueurs du match Étoile du Congo-Brazzaville et les FC Bravoche d'Angola. Par contre, Maniema Union recevra les Bluefontaine Celtic de l'Afrique du Sud pour la manche aller à Kindu les week-ends du 27 au 29 novembre et les retours du 4 au 6 décembre en Afrique du Sud. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant.
L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Tout d'abord, cet article de 7sur7.cd. Le groupe parlementaire PPRD et alliés dénonce la tentative de corruption des députés moyennant $7 000 américains et affirme détenir des preuves. Didi Manara, président du groupe parlementaire Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, et alliés, a au cours d'une interview accordée au quotidien lundi 9 novembre 2020, au sortir de la plénière, dénoncé la tentative de corruption des députés de sa famille politique en vue de les inciter à destituer l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes honorables députés, nous sommes désabusés par un mal qui s'est installé dans notre chambre. Ici, je voudrais dénoncer la corruption. La semaine passée, beaucoup de nos collègues ont été victimes parce qu'ils ont été appelés et certains inciviques ont proposé aux honorables députés un montant de $7 000 américains en échange d'une signature pour la destitution du bureau de notre chambre, a déclaré Didi Manara. Au regard de ce fait, ce cadre du parti cher à Joseph Kabila Kaborgé promet de brandir de preuves sur cette tentative de corruption. Actualité.cd de son côté signale qu'au Tanganyika, Zambiens et Congolais lancent les travaux de reconnaissance de la frontière et la construction de points d'appui. Les travaux de reconnaissance de la frontière et la construction des points d'appui des part et d'autre de la frontière commune RDC-Zambie se poursuivent. Ils sont menés par les membres de la commission technique mixte RDC-Zambie. Depuis le 15 septembre dernier, l'accent est mis sur le tronçon terrestre compris entre le lac Tanganyika et Moero, long de 205 km selon les sources du ministère des Affaires étrangères. Ces travaux se réalisent dans le cadre de la matérialisation du traité du 18 septembre 1989 signé par les deux pays. Ces pieds indiquent des endroits où seront placées des bornes frontières. Ces repères seront installés au mois d'avril 2021, ajoute le même source. Bouclons cette revue de presse dans la province du Nord Kivu avec le lancement officiel des travaux d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma. Les travaux du comité de suivi de l'exécution du projet de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma en vue de la production de l'électricité par la société tunisienne Kivu Power ont été officiellement lancés lundi 9 novembre à Goma, Nord Kivu, par le ministre d'État en charge des hydrocarbures, Ruben Mikindo. Le ministre Ruben Mikindo a parlé de plusieurs retombées de ce projet au niveau de la population. L'exploitation du gaz méthane dans le bloc Goma va non seulement créer des emplois, mais aussi elle va lutter contre la déforestation par la diminution sensible de l'utilisation du charbon de bois en fournissant à la population une énergie propre. L'autre retombée est la formation de jeunes qui seront bénéficiaires. Fin de cette revue de presse, chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. La 8e journée des consultations nationales initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se poursuivent. Ce mardi, le chef de l'État a reçu différents acteurs politiques et notables du pays. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une réunion spéciale lundi sur la problématique de la desserte en eau et en électricité avec le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et le DG de la SNEL et de la Régie des eaux. En sport, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des compétitions interclubs. En Ligue des champions, les TP Mazembe et l'ASV Club sont exemptés du tour préliminaire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.